d'être avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission exceptionnelle en partenariat Backseat et Mediapart, diffusée sur la chaîne YouTube de Mediapart. Avec toi, Mathieu Magnodex, comment tu vas ? Salut, bonsoir. Merci d'être ici avec nous. Très heureux d'être avec vous dans ce moment de bascule politique très inquiétant. Et avant ces élections municipales, on a plein de questions à poser à nos invités Sophie Binet et Marie-Lise Léon. Rappel à celles et ceux qui nous regardent, eh bien, cette émission à l'air libre est en accès libre sur Mediapart, disponible sur notre chaîne YouTube et différentes plateformes de podcast. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on commence cette interview extraordinaire, exceptionnelle en tout cas. Un tonnerre d'applaudissements pour Sophie Binet et Marie-Lise Léon. Installez-vous, merci d'être avec nous sur le plateau. Bonjour, Sophie Binet, tu es la secrétaire générale de la CGT. Affirmatif. Merci d'être là. Marie-Lise Léon, tu es la secrétaire générale de la CFDT. C'est ça, ouais. On vous reçoit ce soir parce que c'est rare, les dirigeantes des deux plus gros syndicats du pays parlent d'une même voix depuis plusieurs semaines. Vous prenez la parole ensemble, vous vous mobilisez côte à côte contre la montée de l'extrême droite. Pourquoi cette mobilisation ensemble ? C'est la gravité de l'enjeu ? Oui. Oui. Voilà, non, on va pas. Qu'est-ce que t'en penses, on va Marie-Lise, pas faire que répondre par oui ou par non, je vous rassure. Oui, je pense que là aujourd'hui, l'essentiel est en jeu. En fait, l'essentiel démocratique dans notre pays est en train de se jouer aujourd'hui. On voit que les idées de l'extrême droite, dans sa globalité, c'est malheureusement plus l'apanage d'une seule formation politique. Elles progressent dans la société et je pense que on défend dans nos organisations. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, mais quand il s'agit d'un enjeu démocratique, on sait unir nos forces. Et c'est à la fois un enjeu démocratique pour le monde du travail, mais aussi pour l'ensemble du pays, de la société. Donc c'est important de parler d'une voix et de pouvoir alerter sur les dangers que peuvent être les idées d'extrême droite et la façon dont elles progressent et comment on peut les combattre. Et je pense que on fait partie des deux plus grosses organisations syndicales, je dirais presque les deux plus grosses organisations en général de la société civile, en nombre d'adhérents notamment et d'adhérentes. Et donc, l'idée aussi qu'on défend, c'est qu'en étant dans un collectif et par l'action, on peut combattre ces idées. Sophie, c'est quoi ton diagnostic à toi sur cette montée de l'extrême droite ? Il faudrait pouvoir en parler longtemps, parce qu'en fait, il y a plein de causes. L'heure est grave, on est à un moment de bascule avec des caps qui sont franchis dans la banalisation, la normalisation. En fait, je pense qu'on a besoin de prendre un temps d'analyse pour comprendre ce qui nous arrive. On va prendre le temps. Pourquoi on en est là. Et donc, l'extrême droite, elle prospère sur le déclassement. Le déclassement du travail, le déclassement des territoires, le déclassement des services publics, le déclassement du travail qui ne paye plus, les services publics qui ferment les uns après les autres, des territoires abandonnés. Elle progresse aussi sur le sentiment du tous pareil et d'une gauche qui n'a pas tenu ses promesses et qui n'a pas répondu aux aspirations des travailleurs et des travailleuses. La première fois qu'un candidat d'extrême droite est au second tour, c'est en 2002. Moi, je m'en souviens très bien, c'est la première fois que j'ai voté aux élections présidentielles. Ça va pas me rajeunir. Mais c'est à l'époque, le candidat de gauche, c'était Lionel Jospin, il avait dit aux ouvriers de l'U, « l'État ne peut pas tout ». Les ouvriers de l'U qui se battaient contre la fermeture de leur usine. Et donc, de fait, il avait montré une gauche qui démissionnait face au capital et qui montrait qu'on ne pouvait plus rien faire contre les patrons. C'est derrière ce sentiment d'abandon des ouvriers, de l'industrie, quand à Florange, face à ArcelorMittal, enfin surtout à Mittal, et Sarkozy et Hollande ne tiennent pas leurs promesses, derrière, c'est un boulevard qui est ouvert pour l'extrême droite. Et puis, un facteur aussi qui fait monter l'extrême droite, c'est la mondialisation et la mise en concurrence des travailleurs et des travailleuses dans le monde, avec ces politiques de dumping qui ont été utilisées depuis 40 ans pour faire baisser les droits sociaux. À chaque fois qu'on a eu une réforme régressive qui nous a été imposée, à chaque fois, le narratif était le même. L'histoire, c'était « vous coûtez trop cher, il faut s'aligner vers les autres pays qui ont moins de droits, moins de garanties sociales ». Et donc cette mise en concurrence internationale des travailleurs et des travailleuses, elle a entraîné la fermeture de nos usines et la régression des droits. Et c'est là-dessus que l'extrême droite prospère. Donc il faut
à la fois expliquer le danger de l'extrême droite, mais aussi agir sur les causes profondes et ouvrir des perspectives sociales. Vous parlez d'ouvrir des perspectives, justement, et ce soir, vous affirmez un front commun, et c'est très bien, vous défendez des principes, et c'est très important, mais on peut dire que ça se fait, pour résumer, en défense, dans une situation politique compliquée. On va parler de la bascule politique après. Mais sur la question de l'offensive, en fait, et des propositions dont vous parlez, on en est où? Puisque l'intersyndicale aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On n'a plus vraiment de nouvelles. D'ailleurs, pas tous les syndicats signent le texte et la tribune et défendent ce que vous défendez ce soir. Toutes les organisations ne le signent pas. Et puis, de fait, vous l'avez dit, Marie-Lise Léon, il y a des différences importantes qui concernent la vie des gens. Sur les retraites, on sait, la CFDT défend la retraite à points et Sophie Binet, la CGT, défend toujours la retraite à 60 ans. Récemment, il y a eu un accord national, c'est quand même très important, sur la question des indemnités chômage après les ruptures conventionnelles. La CGT l'a pas signé, disait qu'il était inacceptable, la CFDT l'a signé. Et puis, il y a d'autres exemples, on peut prendre les salaires, on peut prendre le SMIC. Vous voulez le salaire minimal à 2 000 €, la CFDT préfère, c'est son histoire, les négociations de branche. Donc en fait, la question, c'est au-delà de ce front commun que vous affichez, est-ce que finalement, ces réponses très différentes, pour résumer, aux transformations du monde, à la violence du néolibéralisme qui s'accélère, ne contribuent pas finalement à diluer un peu, à rendre plus compliqué encore le rapport de force dans une période déjà très compliquée? Moi, je pense qu'on a besoin... On est là pour défendre un principe essentiel, c'est la démocratie. Et dans une démocratie, il y a besoin d'une pluralité, il y a besoin de pouvoir répondre de façon différente à différentes problématiques, apporter des réponses différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, être unis pour se dire que les idées de l'extrême droite, ce qu'elle défend aujourd'hui, et d'être extrêmement lucide sur le fait qu'elle va porter un discours de conquête du pouvoir et qu'elle va avoir des actions différentes aussi lorsqu'elle sera au pouvoir, c'est important de pouvoir le dire ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, alors je dis pas... Je pense que les organisations syndicales qui sont engagées, elles le font ensemble. Et il s'agit d'abord de pointer sur quoi on est d'accord. Et forcément qu'à un moment, on n'est pas d'accord sur les retraites, on n'est pas d'accord sur l'assurance chômage. Mais je pense que c'est heureux dans une démocratie de pouvoir avoir cette diversité. Et ça ne veut pas dire que ça nous affaiblit dans un combat qu'on a en commun sur ces principes essentiels. Après, Sophie évoquait moi, je pense qu'il y a eu une faillite globale de l'ensemble des formations politiques. En fait, il y a la question de la gauche, on peut parler du centre et de la droite. Je pense qu'aujourd'hui, et si aujourd'hui on en est là, nous, à être aussi mis en première ligne sur cette question de la défense contre la défense de nos principes, de nos valeurs et des actions que l'on mène, parce que je pense qu'aujourd'hui, en 2026, il suffit pas de dire que les forces d'extrême droite ont des valeurs contradictoires avec les nôtres. Il faut qu'on puisse être dans la démonstration de ce qu'est réellement leur projet politique. La CFDT, moi je l'assume, elle n'est pas apolitique, elle est apartisane. Et donc, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on peut défendre des valeurs et des actions sans forcément se dire qu'on va devoir inviter à voter pour un tel ou un tel. Ça peut faire partie des choses, d'ailleurs, sur lesquelles on peut débattre et on n'est pas forcément d'accord. Mais l'important aussi, c'est de considérer la diversité du monde du travail et la diversité des aspirations. Et je pense que sur l'essentiel, c'est important de porter cette parole en commun. Oui, moi je pense que la première chose, c'est qu'effectivement, c'est quand même très fort et important de se dire qu'on a plein de points de désaccord, on a des organisations très différentes, avec une histoire très différente, une culture très différente, une approche très différente, mais que nous sommes en capacité de nous rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire la lutte contre l'extrême droite. Et on aimerait bien que tout le monde en fasse autant. Et après, sur les points de désaccord, de débat, etc., deux choses. D'abord, effectivement, c'est le débat démocratique, c'est pas un drame, c'est la vie. Mais moi, ce que je trouve important, c'est que depuis la mobilisation contre la réforme des retraites, où l'unité a fait notre force, et c'est aussi ça qui a fait d'ailleurs que l'image de marque des syndicats a été remontée, parce que je pense que toutes celles et ceux qui nous écoutent attendent aussi de la part des organisations syndicales qu'on se rassemble face au patronat, face au gouvernement pour défendre les travailleurs et les travailleuses. Tout en défendant des options très différentes sur ce que serait une réforme des retraites acceptable pour l'une et l'autre. Et ce qui est important, c'est que depuis 2023,
Globalement, il y a plein de moments où on a pu faire des choix différents, mais on a réussi à continuer tous à se parler. Par exemple, là, il y a une réforme très dangereuse qui arrive à l'Assemblée nationale le 10 avril. C'est les députés veulent remettre en cause le 1er mai. Le 1er mai, c'est quand même une conquête sociale du monde du travail, avec une alliance extrême droite et les macronistes. Et l'ensemble des organisations syndicales sont unies pour empêcher cette régression. J'appelle d'ailleurs chacune et chacun à interpeller les députés sur le site alloparlement.fr pour les appeler à ne pas voter cette proposition de loi. Safia ? Oui, j'avais une question. Alors, je partage les constats qui sont faits et beaucoup de choses que vous avez dites, mais j'ai du mal, à titre personnel, à comprendre le contenu et les propositions du Front commun que vous proposez toutes les deux. Et pour ça, j'ai essayé un peu de revenir au fondement de la construction de votre front. À mon sens, l'intersyndicale ou une partie de l'intersyndicale que vous représentez, elle a porté une stratégie en soi. Vous l'avez dit notamment pendant la réforme des retraites autour d'une unité, mais dont le contenu s'est basé sur à la fois des actions isolées et sur la pression, l'interpellation des parlementaires. Il y a aussi, pendant les législatives, alors avec le NFP, plus une pression sur l'exécutif pour, en tout cas, nommer un gouvernement de gauche. Et c'est, je crois, une revendication que vous portez encore. Mais l'impression que dans le contexte actuel, ça va être compliqué de s'attendre à un meilleur gouvernement, mais ça, c'est une parenthèse. Et à mon sens, ce que je vois, c'est que, en tout cas dans le contenu, le front que vous proposez, notamment mobilisé sur l'interpellation de l'exécutif, sur l'interpellation des parlementaires, a un répertoire d'actions qui est classique de la gauche, institutionnelle, etc. Je me demandais qu'en était-il de l'action du répertoire syndical, c'est-à-dire la mobilisation sur les lieux de travail, la grève, par exemple, qui est un outil à part entière pour, y compris, changer les subjectivités des travailleurs et des travailleuses qui, dans un moment de lutte sociale, peuvent parfois y voir plus clair sur le programme du Rassemblement national, par exemple. C'est une question qui me paraissait importante, notamment parce que je crois qu'il y aura bientôt un congrès de la CGT, et je me demandais si en interne, ça pouvait être des discussions sur quelles actions, comment mobiliser le répertoire syndical face à l'extrême droite. Est-ce qu'il y a des discussions autour de construire ou pas la grève, sachant que je le sais, elle ne peut pas se décréter du jour au lendemain? Ok, il y a beaucoup de choses là dans la question. Moi, il y a une chose sur laquelle je suis en désaccord complet, c'est que j'ai entendu qu'en 2023, on avait mené des actions isolées et basées sur l'interpellation des parlementaires. Non, en 2023, il y a eu une mobilisation sociale d'une ampleur inédite qui a duré 6 mois, avec 14 journées d'actions, de grève et de manifestations. Et à partir notamment du 7 mars, la CGT a déployé une stratégie pour déployer des grèves reconductibles dans tous les secteurs où on le pouvait. Et donc, ça a été le cas notamment dans le secteur de l'énergie, dans le secteur du ramassage des déchets, dans un certain nombre de secteurs des transports, etc. Oui, bien sûr, mais ça n'a pas été une stratégie de l'intersyndicale. Parce qu'effectivement, on n'est pas en accord sur tout. Mais en tout cas, c'est pas parce que toutes les organisations syndicales n'étaient pas d'accord là-dessus que la CGT ne l'a pas fait. Et donc ça, c'est très important, y compris dans notre façon de travailler ensemble. C'est que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur tout que on ne fait rien ensemble et qu'on se limite dans nos capacités de faire par ailleurs. On le respecte. La CFDT, par exemple, ne le souhaitait pas. Marie-Lise expliquera pourquoi. C'est un choix. C'est la vie. Mais nous, ça nous a pas. Donc finalement, l'intersyndicale ne nous a rien enlevé de ce qu'on aurait fait sinon, puisque de toutes les manières, la grève reconductible, c'était notre stratégie. On l'a fait à partir du 7 mars. Et ce que nous a apporté l'intersyndicale, par contre, c'est une force énorme. Si on n'avait pas été unis, on n'aurait jamais réussi à tenir 6 mois avec des journées à 2 ou 3 millions de personnes et dans les rues et en grève. Ça, c'est évident, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Et donc, pourquoi est-ce que la mobilisation n'a pas réussi à gagner en 2023 ? De notre point de vue, la CGT, on a fait tout un travail d'analyse. Et effectivement, on va beaucoup en parler à notre congrès parce que c'est très important de tirer les leçons. On n'a pas réussi à étendre les grèves. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de syndiqués et parce qu'on n'est pas implanté dans assez d'entreprises. Parce que faire grève, effectivement, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et que quand il n'y a pas de syndicats dans l'entreprise, certaines qui nous écoutent savent que déjà faire grève un jour quand on est tout seul face à son patron, c'est hyper dur. Mais la grève reconductible, c'est mission impossible. La grève reconductible, à chaque fois, moi, je suis capable de vous dire par avance où est-ce qu'on peut la faire, où est-ce qu'on ne peut pas la faire. Ça dépend des taux de syndicalisation et il faut avoir des syndicats très forts. Donc la leçon pour
pour nous de 2023, c'est il faut considérablement renforcer les syndicats et notre taux d'implantation. Et puis, il faut conserver ce qui a fait notre force, mais qui n'était pas suffisant, c'est-à-dire l'unité syndicale. Je reviens sur l'extrême droite. Il y a une idée qui a, je pense, réussi à s'implanter beaucoup dans le cerveau de beaucoup d'électeurs, c'est que le Rassemblement national a un programme social. Cette idée, on l'entend, cette idée, elle fait hurler les gens de gauche, mais j'ai l'impression que les électeurs du RN y croient, y adhèrent. On entend même Laurent Wauquiez qui trouve que c'est trop à gauche pour lui, le Rassemblement national. Je crois qu'il est vraiment trop à droite. Non mais voilà, c'est ça. C'est parce que lui, il veut lutter contre l'assistanat, machin, etc. Et puis qu'en plus, le RN, ils ont voté pour des impôts nouveaux, donc ça, c'est pas possible, machin. Et puis, il y a encore plus caricatural, c'est Éric Zemmour qui lui dit carrément que Marine Le Pen, elle est de gauche. Bon, Oui. derrière le côté guignolesque, comment on fait pour se battre contre cette idée que le RN propose quelque chose justement aux salariés? Nous, ça fait partie des actions qu'on déploie. Le premier élément important, quand on a des salariés qui nous disent qu'ils votent RN et que pour eux, ils sont convaincus que c'est une solution, c'est d'aller comprendre pourquoi et d'aller débattre. Et le premier outil, nous, qu'on déploie, et c'est la question de la proximité, et de dire, allons au débat. Moi, je suis frappée, alors, parce que ça fait un moment qu'on travaille sur ces questions et qu'on a mis l'accélérateur depuis 2024 et la dissolution lorsqu'on a vu qu'il pouvait y avoir être un moment de bascule au moment avec la bascule de l'Assemblée nationale. C'est que nous, on a multiplié les débats, on a mis les moyens pour pouvoir faire en sorte que, y compris sur les lieux de travail, ce dont on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de militants nous ont dit c'est le silence a changé de camp. C'est que le silence a changé de camp, c'est quand on vote pas RN qu'en fait on se tait. Et qu'il y a un vote assumé de plus en plus, et ça fait partie de la stratégie, c'est un des aboutissements de la stratégie de dédiabolisation et de banalisation. Et donc, comment on est avec les militants et les adhérents et les adhérentes qui ne partagent pas ces idées, comment on en fait un objet de débat sur les lieux de travail, où finalement on s'est rendu compte que c'était de plus en plus compliqué. Et donc, c'est à la fois travailler sur le fait de dénoncer un certain nombre de principes et de valeurs. Nous sommes une organisation qui avons inscrit dans nos statuts qu'on défendait des valeurs d'égalité, de solidarité, de démocratie. C'est contraire avec ce que portent aujourd'hui les partis d'extrême droite. Oui, mais le RN, il veut la hausse du SMIC. Oui, mais du coup, il y a la question des valeurs, mais il y a aussi ce qui est traduit de façon extrêmement concrète. C'est ce qu'il dit. Alors moi, on a suivi attentivement, bien entendu, la question l'épisode des retraites, les positionnements des différents partis politiques. Le Rassemblement national n'a pas arrêté de changer de pied et de changer de position. Moi, je suis absolument pas capable de vous dire ce qui porte aujourd'hui sur la question des retraites. Donc, il y a une forme d'opportunisme aussi, et donc il faut aller sur les faits. Et donc, nous, tout ce qu'on travaille, on a mis en place un certain nombre d'outils, d'affiches, des outils pour les militants, des espaces où ils peuvent aller, on peut aller décrypter des vrais faux, etc. On a des secteurs professionnels qui s'organisent. La CFDT Journaliste a fait un guide face à l'extrême droite, plus que jamais journaliste. Les collègues de l'enseignement privé dénoncent aussi la vision que peut avoir l'extrême droite sur l'école et dans l'école. Et donc, c'est avec ces micro-actions, je dirais, du quotidien et en proximité qu'on arrive à mettre ce sujet sur la table et à convaincre. Vous disiez le silence a changé de camp, c'est une expression intéressante et importante dans les entreprises. Ma question, c'est aussi pour Sophie Binet, du coup, qui n'a pas répondu encore. De nombreux chercheurs qui travaillent sur le RN, on peut les citer, Benoît Coquart, Félicien Faury, Michel Fer, nous dites que le vote pour le RN, c'est pas seulement, comme on l'a trop longtemps dit, un vote d'abandon, un vote de colère, un vote même seulement raciste. C'est un vote qui se combine avec presque... Michel Fer, il le dit dans son livre que je vous conseille de lire, Producteurs et parasites, des gens qui se disent, il y a en haut ceux qui dominent le monde, contre lequel, en fait, on ne peut pas faire grand-chose, pensent ces électeurs. Ils disent, il y a nous qui bossons, et puis il y a ceux qui sont en dessous, qu'on veut mettre en dessous, qui sont ceux que Michel Fer qualifie de parasites, et que d'autres, parfois des électeurs du RN, qualifient de assistés. Voilà. Et donc, comment on peut lutter contre le RN dans ces conditions, quand on est une organisation syndicale qui, par ailleurs, prône plus de protection,
plus de services publics, plus de solidarité, c'est-à-dire exactement l'antagonisme de ça. Sophie Binet. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut toujours dénoncer l'imposture sociale de l'extrême droite. L'extrême droite arrive toujours au pouvoir quand elle est soutenue par le patronat et le capital. Trump est élu parce qu'il est soutenu par l'homme le plus riche du monde. Il n'y a aucun exemple où l'extrême droite arrive sans le soutien du capital et de l'extrême droite. Deuxième chose, vous avez dit l'extrême droite est pour l'augmentation des salaires, c'est faux. À l'Assemblée nationale, elle a toujours voté contre tout projet d'augmentation des salaires. Là, sur le PLF, quand il y a eu les débats sur le budget, elle s'est opposée systématiquement à la taxation des plus riches. L'épisode là sur les prix de l'énergie est intéressant parce que c'est un sujet assez traditionnel, les prix à la pompe de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle refuse de bloquer les prix parce que, en fait, elle refuse. Le problème là de l'augmentation des prix à la pompe, c'est les pétroliers. Elle parle de baisse de taxes. Oui, mais elle parle de baisse de taxes. Et est-ce que c'est pas beaucoup plus efficace politiquement d'une certaine façon ? On se dit peut-être que le blocage des prix, c'est infaisable vu les politiques des gouvernements. Vous voyez, il y a une forme d'efficacité du discours, même simpliste. Bloquer les prix, c'est très très simple. C'est beaucoup plus facile à faire parce que ça ne coûte rien. Et par contre, ça existe dans la loi. Qu'on affronte le capital, à savoir par exemple, en l'occurrence Total, qui l'année dernière a fait 13 milliards d'euros de bénéfices nets, et les pétroliers ont 6 mois de réserve d'essence là dans les cuves. Donc il n'y a aucune raison d'augmenter les prix de l'essence. Et à travers cet exemple-là, on voit que l'extrême droite n'affronte jamais le capital. Sur les retraites, par exemple, effectivement, sa position, elle fluctue, mais ce qui est clair, c'est qu'elle ne propose pas comment financer la retraite à 62 ans ou la retraite à 60 ans, parce qu'elle n'affronte pas le capital sur la répartition des richesses. Et sur la question de l'assistanat, parce qu'effectivement, c'est un thème qui a été déjà créé, puisque c'est une notion qui est très discutable en soi, l'assistanat. Bien sûr, je l'ai mis entre guillemets. Voilà, créé par la droite et l'extrême droite, et qui fait le lien d'ailleurs entre les deux. L'extrême droite, elle prospère sur une forme de fatalisme de classe, sur le sentiment qu'effectivement, on ne peut pas prendre l'argent aux plus riches. Les gens qui votent pour l'extrême droite sont hyper lucides sur les inégalités sociales et le fait que les patrons se gavent, etc. Mais ils pensent que c'est pas possible. Donc effectivement, ça c'est le premier problème. Et la deuxième chose, c'est que trop souvent, il y a eu aussi un discours d'une partie de la gauche avec une forme de misérabilisme sur un discours de charité. Aujourd'hui, nous toutes et tous, nous sommes des travailleurs et des travailleuses. Nous sommes des travailleurs et des travailleuses, c'est nous qui créons les richesses, et parce que nous créons les richesses, nous avons des droits. Et c'est ça notre porte d'entrée syndicale. Je vais prendre un exemple très concret. Sur la question des sans-papiers, c'est une question évidemment extrêmement sensible sur laquelle prospère l'extrême droite, la question de l'immigration. Nous, comment est-ce qu'on prend la question syndicalement ? À partir des travailleurs et des travailleuses sans-papiers. En disant, nous faisons le même travail, nous devons avoir les mêmes droits, il faut les régulariser. Et quand on voit ça dans l'opinion, quand on mène ces luttes-là, et donc c'est la CGT qui a lancé il y a 20 ans les grandes grèves de travailleurs et travailleuses sans papier pour gagner des régularisations grâce à la grève. D'abord, ça montre ce sont des travailleurs, ils créent des richesses et donc on ne demande pas la mendicité. Et puis ensuite, au lieu de faire les choses à leur place, ils et elles sont debout, s'organisent, font grève, gagnent leurs droits et donc leur dignité. Donc ça change complètement l'approche. Et c'est pour ça que l'approche syndicale, elle est très importante parce que nous, on part du travail. Ça permet du coup de déjouer le discours sur l'assistanat et ça permet aussi, le travail rassemble. Au travail, on ne se demande pas quelle est la religion de son collègue, quelle est sa nationalité, sa couleur de peau. On est ensemble, on fait le même boulot, on a envie de bien le faire, quoi. Et ça, c'est justement notre point d'appui, les organisations syndicales, partir du travail. J'ai une question sur la méthode, concrètement. Je viens d'une réalité industrielle de l'Ain où il y a un glissement très clair qui est en train de s'opérer entre la droite traditionnelle et l'extrême droite et où de très nombreux ouvriers, ouvrières se mettent à voter pour le RN exactement pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Quelque chose qui m'interroge, c'est que, Marie-Lise, vous avez parlé de faits, de partage. Moi, l'impression que j'ai, pour avoir beaucoup de proches qui sont tombés dans l'escarcelle et dans les griffes du RN, c'est qu'on est bien plus sur un rapport charnel, un rapport émotionnel à notamment la notion de fierté. Le RN amène dans des territoires qui sont peu considérés auprès de gens qui sont peu valorisés parce qu'ils ont peu fait d'études, parce qu'ils gagnent peu d'argent. Le marché matrimonial se réduit. Quand on est dans un village de 200 habitants, c'est où j'ai grandi, les filles font plus d'études, donc elles partent plus, etc. Une émotion
et sa contre-émotion, donc la honte et la fierté, je trouve, sont assez peu présentes, notamment à gauche. Mais je me pose la question de, dans le syndicalisme, pour moi la force absolue du syndicalisme, c'est de pouvoir rendre de la fierté aux gens, et une fierté qui ne se base pas sur quelque chose de passif, comme « tu es né français, tu es blanc », ce qui est une fierté absolument pas du tout intéressante. Mais comment est-ce qu'on fait pour, au-delà de mobiliser les explications morales qui sont « c'est pas bien de voter pour le RN », ce qui ne fonctionne plus dans un contexte de dédiabolisation, et même les faits qui, dans un contexte de post-vérité, finalement, moi j'ai eu ces conversations au PMU quand on me dit Marine, c'est la seule qui veut augmenter le SMIC, et que je sors les tickets de caisse, quoi, en disant mais regardez, mais non, ouais, c'est pas vrai, je sais pas où t'as entendu ça, etc. Et je me demande comment est-ce qu'on fait pour recréer, pardon, j'ai fait une longue introduction à ma question. C'était très bien. Comment est-ce qu'on fait pour recréer ce sentiment de fierté, de l'appartenance au syndicalisme, à un syndicat ou au fait d'être syndiqué, voire à la condition ouvrière de travailleurs-travailleuses. Comment est-ce que vous travaillez sur cette émotion et comment évidemment, enfin, bien entendu, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que moi, il y a une autre expression que j'ai beaucoup entendue aussi parmi les électeurs du Rassemblement national, notamment, ils disaient régulièrement, quand il y a des responsables politiques de ces partis qui viennent nous voir, c'est les seuls qui n'ont pas honte de nous sur la photo. C'est 100%. Exactement ça. Et donc, le cadre collectif qu'on offre, nous, en tant qu'organisation syndicale, c'est faire en sorte que ce cadre syndical permette la reconnaissance de l'importance et la considération. Moi, ça fait depuis notamment la question des retraites, le mot que j'entends le plus quand je vais dans des entreprises, je veux rencontrer des salariés, des adhérents, des adhérentes, c'est la question, on veut être respecté au travail et dans notre travail, on veut qu'on soit reconnu dans notre dignité et on veut être considéré. C'est-à-dire que la question de « j'existe, je fais un boulot, je veux pouvoir reconnu, mais pas uniquement, c'est important en matière sonnante et trébuchante, mais aussi sentir que je peux m'exprimer sur mon travail, participer aux décisions qui me concernent, peser véritablement et pouvoir contribuer à des vrais choix, c'est une dimension essentielle. Et ça, nous, on l'offre dans le cadre collectif des organisations syndicales. C'est pour ça que je dis, la question du débat et la question de la proximité, elle est fondamentale. On a fait, nous, l'expérience, on a organisé des débats sur la démocratie. C'est à peu près 800 adhérents, adhérentes qu'on est allé chercher depuis quelques mois, où on a croisé des lieux où il y avait des fortes mobilisations retraite et gilets jaunes. Et on a échangé avec eux sur c'est quoi, selon vous, les risques qui pèsent aujourd'hui sur la démocratie, c'est quoi, est-ce que c'est comment on peut la renforcer? Et la conclusion de tous ces débats, la première conclusion, c'est ça nous a fait du bien d'être là, de partager et de pouvoir débattre, de ne pas se sentir jugé et de pouvoir essayer de participer à un projet collectif et de construire des solutions. Ça, je pense que c'est absolument essentiel. Moi, je pense que le sentiment d'impuissance aujourd'hui qu'on peut partager, de se dire on est face à une montée de ces idées de façon inexorable, le meilleur moyen, c'est l'action collective. Le syndicalisme prend sa part, mais tout le monde doit aussi prendre sa part. Et donc, moi, je suis aussi attachée à ce que, y compris les formations politiques, elles prennent leur part. Et que plutôt que de galoper après des fantasmes totalement absurdes d'une société d'assistés, je pense qu'on a aussi besoin de remettre un peu de rationalité dans le débat public et de dire à chaque fois que ces termes peuvent être utilisés que c'est pas acceptable. Mathieu ? Vous avez dit l'essentiel est en jeu et vous avez parlé de bascule politique. Je voudrais quand même revenir là-dessus parce que c'est important. D'abord, on voit bien une période où on a des candidats racisés aux élections municipales qui sont insultés ou agressés. On a évidemment des permanences parlementaires de LFI, mais pas seulement, qui sont attaquées. On a comme ça une escalade en ce moment et surtout un renversement des valeurs problématiques. Je vous donne juste un dernier exemple. Aujourd'hui, en ce moment même, là, sur Mediapart, a été publié il y a quelques minutes un article d'Alexandre Berthaud et Marie Turcan. Vous irez le lire, je ne vais pas le résumer ici, mais qui nous dit que Quentin Derenque, militant néofasciste mort le 12 février à Lyon, devenu donc un martyr de l'extrême droite, a publié ces dernières années des milliers de tweets qui font preuve d'un activisme en ligne d'une rare brutalité. Il se définissait comme un fasciste, suggérait à un internaute de lire Mein Kampf, affirmait « Moi, je soutiens Adolphe », etc., etc. C'est cet homme dont Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national, vice-président de l'Assemblée nationale, nous a dit « Il était des nôtres, de notre tribu », je cite. Et c'est cet homme pour qui il y a une minute de silence, Sophie Binet, à l'Assemblée nationale.
Oui, on a vécu une actualité saisissante depuis un mois, en fait, avec le sentiment chaque jour déjà avec l'élection de Trump, il y a eu beaucoup ça, mais chaque matin de se réveiller en pleine dystopie avec des choses qui bougent très vite et une inversion complète des valeurs et des responsabilités. Quand l'extrême droite prétend lutter contre l'antisémitisme et se fait la championne de la lutte contre l'antisémitisme, alors que c'est un parti qui a été fondé par des anciens SS, qui est basé sur le négationnisme et sur le racisme et l'antisémitisme. Et donc, il faut rappeler un certain nombre de choses. On ne peut pas lutter contre l'antisémitisme par une autre forme de racisme. Et on ne peut pas non plus lutter contre le racisme en étant antisémite. L'extrême droite, elle prospère sur les mises en opposition et sur les clivages. De la même manière, sur les inversions en cours, c'est effectivement, l'extrême droite n'est pas un parti comme les autres parce que c'est un parti violent. Et avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire la mort de ce militant néo-nazi, elle fait croire que c'est elle qui est victime de violence. C'est un drame qui est une catastrophe que, évidemment, nous avons condamné parce qu'il faut être très clair, on ne lutte pas contre l'extrême droite en utilisant ces modes d'action et en utilisant ces méthodes. Ça, c'est fondamental. Nous, dans notre combat contre l'extrême droite, c'est pour ça que nous avons condamné ce qui s'est passé à Lyon, mais ça ne doit pas faire oublier que malheureusement, c'est l'extrême droite qui tue, puisque depuis 50 ans, l'extrême droite a tué une cinquantaine de personnes, malheureusement, au moins en France. Est-ce que votre lutte contre l'extrême droite pourrait aller jusqu'à outrepasser les règles traditionnelles, notamment de séparation entre les partis politiques et les syndicats? Un syndicat n'est pas un parti n'est pas un syndicat, les deux sont séparés, mais par exemple, il y a 2 ans, tu avais soutenu le NFP, voilà, c'est cette union de la gauche, qui était une union de partis pour des élections. Est-ce que vous pourriez le refaire, ça ? Il ne faut jamais dire jamais, et puis tout dépend du contexte. De toutes les manières, il y a 2 ans, la CGT est restée un syndicat. Et donc, nous avons appelé à voter pour le NFP parce que ce qu'on a considéré à l'époque, c'est que dire non ne suffisait plus. Et donc, que pour battre l'extrême droite, il fallait faire en sorte qu'il y ait des alternatives sociales. Et en fait, notre appel n'était pas seulement un appel au vote pour le programme du NFP, mais dès le lendemain de l'annonce des élections législatives par Emmanuel Macron, on a dit contre l'extrême droite, Front populaire. Et en fait, 5 jours après, et donc on a poussé pour l'unité des forces de gauche en disant l'extrême droite arrive toujours au pouvoir sur 2 ingrédients. 1, la division de la gauche, et 2, une gauche qui ne répond pas aux aspirations du monde du travail. Donc on a appelé à ça. Aujourd'hui, elle en est où, cette union à gauche? Elle est en très mauvaise situation, malheureusement. Et donc, c'est pour ça qu'on peut être très inquiet sur la situation des élections municipales. En fait, le problème, c'est que la CGT est indépendante, mais pas neutre. Mais nous refusons d'être pris dans des enjeux partisans. Et donc, c'est aussi pour ça que la situation elle est un petit peu compliquée pour nous. Nous ne voulons pas être instrumentalisés dans des querelles d'appareils ou des enjeux partisans. C'est-à-dire que tu peux soutenir une union, mais tu ne soutiendras pas tel parti plutôt que tel autre? Ah non, ça, la CGT ne le fait jamais, ça c'est clair. Et la position qu'on a prise dans le cadre des élections législatives, c'était pas inédit, mais c'était particulier du fait de la menace très forte qu'il y avait de l'extrême droite à ce moment-là. Et je suis très fière de ce qu'on a fait. Si c'était à refaire, je le referais. Et je pense que c'est grâce à la mobilisation de la société civile et des forces syndicales, et notamment, évidemment, de la CGT, mais pas qu'on a empêché cette catastrophe. Sinon, tout était écrit pour arriver. Marie-Lise? Alors, la CFDT, elle revendique aussi son indépendance, qui est une vraie conquête. Et je pense que c'est important aussi de se dire que on a des histoires différentes entre organisations syndicales. On a aussi des histoires différentes, mais souvent parallèles entre partis politiques et syndicalisme. Et qu'il y a eu un moment où la CFDT a fait des appels à clairement voter pour un certain nombre pour des candidats. Ça date des années 80, excusez-moi, c'était au siècle dernier. Et donc, et quand je dis que ça a été une vraie conquête, c'est que nous, on est extrêmement attachés. C'est pour ça qu'on n'a pas souhaité, au moment du NFP et des élections législatives, à appeler pour un parti en particulier ou une union. C'est que le risque d'instrumentalisation, il demeure quand même beaucoup.
il existe encore. Et nous, on travaille maintenant de façon différente avec les partis politiques, par contre. Et la façon dont on veut pouvoir nouer des liens, ce n'est pas laisser miroiter à certaines formations politiques que ce qui les intéresse, je le fais de façon un peu caricaturale, c'est qu'on est des forces puissantes de mobilisation et qui se disent si on réussit à séduire telle ou telle étiquette syndicale, on pourra bénéficier du vote de leurs adhérents. Je le fais de façon très caricaturale. Je sens que je vais me faire des potes ce soir. Mais c'est vrai qu'ils se disent non, mais ça, la question de l'instrument. Non, mais parce qu'en fait, pour la CFDT, ce qui est extrêmement important, c'est d'être reconnu comme étant une force qui réfléchit, qui fait des propositions, qui pense le monde, la complexité du monde, qui a des propositions et qui n'est pas juste là. Je le fais aussi de façon caricaturale pour organiser des manifs. Et donc, et de pouvoir aussi défendre l'idée que par les accords collectifs qu'on défend, qu'on signe, on peut aussi améliorer les droits des travailleurs et qu'on n'attend pas tout des responsables politiques ou des représentants nationaux au Parlement, etc. Et ça, quand je dis c'est une conquête, les premières réflexions de la CFDT, elles datent de la fin des années 70 sur ces questions-là de l'indépendance. Et il a fallu attendre 1988 pour que la CFDT ne donne pas de consigne de vote à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est important, je pense que c'est tout un chemin qu'on a fait et une conquête qu'il faut pouvoir préserver et ne pas semer de troubles entre ce que sont les syndicats et les partis politiques et surtout, quelles sont leurs responsabilités. Et un peu, enfin, c'est pas la conclusion de notre débat, mais le message aussi important, c'est pas fini. C'est de dire, voilà, je pense que le message qui est aussi important, c'est de dire qu'il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Justement. Et qu'à un moment, il faut que les forces politiques qui véhiculent pas ces idées d'extrême, elles prennent leurs responsabilités et qu'elles soient en capacité vraiment de porter un projet en positif de progrès et que pour ça, nous, on peut participer à des débats, à des contributions. Alors, s'il y a un certain nombre d'éléments qu'ils veulent reprendre, ils peuvent tout à fait utiliser ce qu'on produit. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment, de mon point de vue, de travail du côté des forces politiques pour pouvoir construire ces projets. Justement, Sophie Binet, puisque vous disiez que cette question justement le bilan de ce que vous avez fait à la tête de la Confédération va être posé aussi dans ce congrès. Si vous revenez sur cette expérience du NFP, justement, vous parliez de la responsabilité des partis politiques, le bilan de ces 2 ans, et vous dites j'assume, c'est des désaccords politiques et stratégiques majeurs entre les différentes forces de gauche, qui d'ailleurs, vous étiez venu sur le plateau de Mediapart pour nous dire quelques jours après, mais trouver quand même un candidat pour Matignon, même ça vous n'êtes pas en mesure de le faire, des désaccords humains, aussi des divergences stratégiques et politiques très importantes sur des projets qui sont pas les mêmes. C'est la censure, ces épisodes-là, on va pas tout rappeler, mais et maintenant la question de le PS qui rejette officiellement toute union avec LFI qui se définit comme la seule vraie gauche, etc. Voilà. Quel bilan vous tirez et à quel moment dans cette campagne et jusqu'à la présidentielle et comment vous allez faire pour qu'on ne parle pas juste que de ça, mais qu'on parle des questions qui intéressent les travailleurs, de la lutte contre le capital et ses excès dont vous parliez, de lutte contre les inégalités. Est-ce que vous trouvez qu'en tant que syndicat, y compris dans cette relation avec les partis politiques et du coup des gauches, vous avez l'espace pour poser ces questions ? Le contexte est extrêmement inquiétant parce qu'on a d'un côté les digues qui sautent avec la droite qui est prête à s'allier avec l'extrême droite, ce qui est un bouleversement majeur. C'est nouveau. Là, on est en train de s'habituer à l'inacceptable, mais c'est nouveau et l'extrême droite arrive toujours au pouvoir sur la base d'une alliance avec la droite. Donc c'est pour ça que là, tous les plafonds de verre sont en train de tomber. Et de l'autre côté, des murs qui sont en train de monter à gauche, avec des gauches soi-disant irréconciliables. Et ça, on sait que d'abord, c'est ça qui permet à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Et ensuite, c'est ça qui fait que si la gauche arrive au pouvoir, elle arrive sans possibilité de réelle transformation sociale, puisque elle n'est pas unie et que celle qui arrive, c'est sur la base d'une alliance avec le centre. Donc forcément, c'est un programme minimal qui apporte peu de progrès pour les travailleurs et les travailleuses. Donc cette situation est extrêmement inquiétante et d'ailleurs c'est pour ça que c'est organisé par la Macronie. Moi je veux dire la responsabilité écrasante d'Emmanuel Macron dans la situation, c'est gravissime.
Il a été élu contre l'extrême droite. Il a été élu pour faire barrage à l'extrême droite. Jamais un président de la République n'a déroulé autant le tapis rouge à l'extrême droite qu'il l'a fait. D'abord, il a fait comme si on lui avait donné mandat pour faire toutes ces réformes antisociales. Et ensuite, face à l'opposition qu'on a construite, il a été prêt à tout pour continuer à dérouler sa politique au service du monde des affaires. Et donc prêt à tout, c'est-à-dire faire rentrer Bardella à Matignon, ou là, dans ses discours, mettre dos à dos Robert Berger a parlé d'anti-France à propos de LFI, reprenant l'expression de Charles Maurras, théoricien antisémite. Oui, c'est très grave. La CGT dit, martèle toujours, il ne faut jamais mettre l'extrême droite dos à dos avec une quelconque autre force politique. Et donc, là, ce qu'ils font, c'est criminel, parce que c'est l'étape qui manquait de banalisation de l'extrême droite qui peut lui permettre d'arriver au pouvoir. Donc la situation, elle est très inquiétante, et donc il va falloir que collectivement on tire les enseignements. Déjà que on se mobilise pour aller voter ce dimanche et dimanche prochain, et puis ensuite qu'on tire les enseignements de la séquence. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que ce que les législatives ont montré, c'est que le pire n'est jamais certain, parce que quand Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, c'était exactement cette situation, et c'est pour ça qu'il l'a fait. Et tout le monde nous a dit, moi j'ai interrogé plein de gens, j'ai interrogé des sondeurs par exemple, j'étais tellement inquiète de la situation, j'aurais dit qu'est-ce qui peut se passer, et ils m'ont dit là c'est sûr, soit l'extrême droite rentre à Matignon, soit de toute manière le pays est ingouvernable, Macron dissout ou démissionne, et donc à la fin, c'est l'extrême droite qui rentrait quand même à Matignon. Et on a réussi à ce que l'extrême droite soit battue et la gauche finisse en tête. Donc ça montre que rien n'est inéluctable et qu'on peut empêcher la catastrophe d'ici au présidentiel. Mais pour ça, il faut un tout autre agenda qu'aujourd'hui. Safia ? Oui, j'ai une question pour revenir à la question de Mathieu qui était de passer d'une posture défensive à une posture offensive. Vous faisiez aussi le constat de ne pas avoir une gauche démissionnaire sur les questions du social et de travail, notamment pour répondre au Rassemblement national. Du coup, j'ai deux questions. Vous venez de formuler clairement un appel au vote. Ma question, c'est pour passer à la posture offensive, notamment sur les questions sociales, quels sont vos prochains chantiers sociaux ? Quels sont les prochains débats que vous voulez mettre en avant? Quelles sont les prochaines conquêtes sociales que vous voulez mener? Je vous dis ça parce que, à mon sens, pendant la campagne municipale, on n'a pas beaucoup entendu parler travail, on n'a pas beaucoup entendu parler social. Je suis à Marseille, on a beaucoup entendu parler de surenchère sécuritaire, une stratégie qui, à mon sens, ne va pas répondre aux préoccupations et aux grands problèmes. Du coup, c'est quoi les prochains chantiers, notamment d'un point de vue social? Vas-y. Ok. La question l'élection municipale se prête pas forcément très bien à la question du projet social. Enfin, il y a des enjeux sur le travail. Oui, la nourriture, sur le lien à mobilité, logement, etc. Mais nous, pour le coup, ça fait partie des choses qu'on travaille avec. Les élections municipales, elles ont besoin sur ces questions de proximité. Je pense que ce qui est important de mettre en lumière, c'est de renvoyer, et c'est une difficulté, les candidats que l'on rencontre. Nous, on le fait avec l'Alliance du Pacte du pouvoir de vivre, un ensemble de plus d'une soixantaine d'organisations. C'est renvoyer aussi les municipalités à qu'est-ce qui est véritablement de leur ressort et les responsabilités qu'ils peuvent assumer véritablement. Et en fait, l'un des constats que l'on fait, c'est quand même qu'ils restent sur des choses extrêmement générales, des projets assez flous, et qu'on a du mal à les tirer sur des questions très concrètes. La façon dont on maintient des centres d'activité sociale, par exemple, les coups de pouce aux demandeurs d'emploi pour trouver un logement, sur les questions sur la mobilité, l'accès au logement et comment on peut transformer, par exemple, des bureaux en logements, puisque on sait qu'il peut y avoir des tensions pour un certain nombre de municipalités. Donc, on fait, nous, des propositions en positif, et de dire on peut changer les choses et avoir des débats de fond. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir des réponses très concrètes, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de candidats qui restent plutôt préoccupés par les tambouilles d'appareils et internes que sur véritablement le projet. Et donc après, on est
la CGT a son congrès début juin, la CFDT c'est fin juin, et donc ça fait partie des choses dont on va débattre aussi. C'est répondre aux préoccupations de tout de suite maintenant, le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on peut proposer pour permettre à chacun et chacune de boucler les fins de mois. Il y a un sujet qui monte énormément, c'est la question de l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois, les compétences, le contenu même du travail, comment on continue, nous, en interne, de porter et de défendre la transformation écologique, en sachant que ça va aussi transformer les métiers, les compétences. Donc, ça fait partie des propositions. La sécurité sociale a fêté ses 80 ans l'année dernière. Comment on lui donne un coup de neuf et on intègre, pour la CFDT, on souhaite intégrer les risques climatiques, par exemple. Voilà, ça fait partie des... Je pense que le projet en positif, c'est aussi un projet qui est lucide sur ce qu'on est en train de vivre en termes de transformation majeure et la façon dont on peut rendre tout le monde acteur. Non, et pour Sophie Binet, la même question, parce que c'est intéressant. Vous-même, vous avez ce congrès. Par rapport à la CFDT, il y a une gradation supplémentaire, on va dire, dans la radicalité politique. Enfin, si je dois résumer, enfin voilà, vous n'êtes pas au même endroit politiquement dans les propositions. Je résume à gros traits, mais bon voilà. Y compris dans la discussion avec le patronat, etc. C'est pas la même chose non plus, et la même attitude, et c'est comme ça. On a des modes d'action différents. Tout à fait. Voilà. On n'a pas des propositions moins radicales. La question, c'est que, est-ce que aujourd'hui, la CGT, vous, comment vous voyez, par exemple, les nouveaux, je trouve la question super intéressante sur les nouvelles propositions que le syndicalisme aujourd'hui peut formuler dans un contexte où on a l'impression, vous l'avez dit vous-même, que voilà, le monde du travail il a changé, donc les gens ils sont complètement autonomisés, complètement précarisés, parfois c'est difficile même pour eux de réfléchir à savoir comment on pourrait s'engager dans un syndicat et comment améliorer sa condition. On a l'impression que c'est fini, en fait, qu'on peut plus améliorer sa condition de travail. Donc vous, par exemple, c'est quoi les nouvelles idées que la CGT voudrait mettre sur la table? En fait, je pense qu'il y a 2 chantiers majeurs. Le premier, c'est de dire la meilleure des sécurités, c'est la solidarité. On est dans un moment où on a besoin de protection. Et donc, dans un moment où on a des défis majeurs, le vieillissement de la population, la transformation climatique. Et donc, face à ces défis majeurs, soit c'est le choix du chacun pour soi, soit c'est le choix de la solidarité. Et donc, un de nos slogans, c'est cotiser plus pour socialiser plus. Par exemple, en matière de retraite, oui, il faut plus de financement pour les retraites. Soit c'est la capitalisation individuelle, donc c'est chacun qui, sur son compte en banque, épargne pour pouvoir financer ses vieux jours, soit on cotise tous et toutes un petit peu plus pour pouvoir garantir un bon niveau de protection. Pareil en matière de services publics, face au vieillissement de la population, on a besoin d'un grand service public de prise en charge de la dépendance pour permettre à chacune et chacun de vieillir dignement. Pour permettre aux femmes de pouvoir travailler comme les hommes et avoir enfin l'égalité salariale, il serait temps quand même, depuis le temps, il faut une prise en charge de la petite enfance. Ça veut dire un vrai service public de la petite enfance, en dehors du privé lucratif, des people and baby, etc., qui maltraitent nos enfants. Ça se finance par la solidarité, donc on paye un petit peu plus pour avoir plus de protection. Pareil au travail, sur effectivement la précarité, la CGT porte le projet d'une sécurité sociale professionnelle environnementale, c'est-à-dire de dire que il faut que face aux transitions environnementales à organiser, il faut transformer notre modèle productif. Il y a des usines qui doivent être transformées. On maintient le contrat de travail, on forme les salariés, on transforme l'usine et les salariés retrouvent un métier différent, mais dans la même usine et du travail. Par exemple, ça, on l'a gagné par la lutte à Gardanne, une centrale à charbon. 8 ans de lutte, on vient de relancer la centrale en mode biomasse, avec les mêmes ouvriers qui ont réussi à maintenir leur contrat de travail pendant 8 ans, et c'est eux qui ont construit le projet. C'est ça qu'on voudrait généraliser. Donc ça, c'est le premier volet. Cotiser plus pour socialiser plus, avoir de nouvelles protections. Et le deuxième volet, c'est qu'on est dans un moment où il faut repenser en profondeur notre modèle productif. C'est la fin de la mondialisation soi-disant heureuse. Nous, on l'a jamais pensé. Elle nous a fait beaucoup de mal, et c'est là-dessus que l'extrême droite prospère et s'est construite. Et donc, il faut relocaliser l'industrie, mettre fin à la spécialisation internationale du travail. Et donc, par exemple, on pense qu'il faut mettre en place des droits de douane qui soient modulés en fonction des normes sociales, environnementales et fiscales pour tirer les normes vers le haut au lieu de les tirer vers le bas comme c'était aujourd'hui. Moi, j'ai une petite question pour Marie-Lise Léon, si je peux me permettre, parce qu'on a parlé de la bascule, et justement, vous avez dit, Sophie Binet, toutes les deux d'ailleurs, que l'extrême droite, elle n'arrive jamais au pouvoir seule. En général, les milieux économiques, vous l'avez rappelé, y aident beaucoup
Vous, Marie-Lise Léon, vous les rencontrez beaucoup quand même dans les cercles paritaires, dans les branches, dans les... Comme toutes les organisations T'as vu, syndicales. c'est juste toi qui rentre syndicales. les milieux économiques. Non, voilà, mais ma question... Non, mais voilà, avec l'ADN peut-être de Pas de rendez-vous caché, privé, de la avec CFDT, qui que ce soit. ça m'intéresse de savoir si vous sentez que oui, Ouais, il y a bien une sûr. porosité plus grande, Mais oui. et comment vous la sentez entre les milieux Alors, d'affaires et l'extrême droite? La différence entre les organisations syndicales comme CFDT, CGT et les organisations patronales, c'est qu'on assume, nous, d'être présents sur les lieux de travail, de défendre le monde du travail et de défendre un projet de société aussi. Et de considérer que quand on est travailleur, on est travailleur citoyen, et quand on est... voilà, les choses sont pas... On découpe pas. Donc comment elle se produit cette porosité? Comment vous la voyez? Non, mais c'est important ce que je précise, je ne contourne pas la question, c'est qu'en fait, quand on a cette vision de notre... on considère qu'on a une responsabilité et qu'on contribue à l'intérêt général. Et donc, on a ce positionnement vis-à-vis de l'extrême droite que les organisations patronales ne tiennent pas, en considérant que c'est pas leur rôle et qu'elles n'ont pas à se positionner par rapport à des partis politiques. Donc, c'est une grosse différence entre nous. Et aujourd'hui, ce que je constate à mon échelle, c'est qu'effectivement, il y a un nombre important de responsables d'entreprises qui considèrent que le business est plus important que la démocratie. Et comment ça s'incarne? Comment vous le voyez s'incarner dans des entreprises c'est concrètement de pouvoir débattre. On peut avoir des discussions avec des responsables d'entreprises, des responsables employeurs. Nous, qui nous interrogent parce qu'ils ne comprennent pas que, par exemple, la CFDT, lorsqu'elle organise des débats, elle n'invite jamais l'extrême droite. On n'invite pas l'extrême droite parce que ça fait partie, je pense, du dernier pas vers la banalisation complète de ces formations politiques. On est de moins en moins nombreux à faire ça. Bon, moi, ça me pose aucun problème non, que ça soit. Non, mais c'est important, ça fait partie. Je pense que c'est une forme d'acceptation de finalement, comme le disait Sophie, de considérer que ce sont des partis comme les autres. Ça ne sera jamais le cas pour la CFDT, donc on ne les invite pas dans ces débats. Et donc, ça fait partie des débats qu'on a avec des responsables d'entreprises et d'employeurs qui nous disent, mais quand même, s'ils arrivent au pouvoir, vous ne les connaîtrez pas, etc. Eh bien, oui, non, on ne les connaîtra pas. Et je pense que ça n'a pas de sens et c'est contraire à ce qu'on défend. Donc, ça nous arrive effectivement d'avoir ce type de débat et je vois bien que plus le temps passe, plus la probabilité qu'ils arrivent au pouvoir augmente, plus ils sont nombreux à considérer que quand même, il faut leur parler. Et les grands patrons, ils pensent tous que c'est fait? Le RN au pouvoir? Non. À votre avis? Je pense pas qu'ils le pensent tous. Je pense qu'ils ne le pensent pas tous. Moi, je suis contre les grands ensembles et les généralités. Il y a des responsables de grandes entreprises qui sont en totale opposition avec ce que porte l'extrême droite. Ils l'assument pour certains, ils l'assument pas publiquement pour d'autres, mais globalement, je pense que comme dans l'ensemble de la société, l'idée fait son chemin et que, comme je dis, pour beaucoup, les enjeux économiques sont primordiaux et passent devant les enjeux démocratiques, malheureusement. Lomir ? Oui, pardon, je voudrais revenir sur les municipales parce que on a vu la grande élection municipale qui a passionné le monde, c'est l'élection de Zoran Mamdani à New York, donc un candidat de la gauche radicale, socialiste, qui pour la première fois prend le contrôle de cette ville qui est la ville de la finance, mais qui est aussi une ville où ça devient de plus en plus difficile de vivre. Enfin, finalement, les problématiques sont assez proches des nôtres. Les syndicats ont joué un rôle absolument monumental dans cette élection, comme dans toutes les élections. Aux États-Unis, parce qu'elles appellent, objectivement, à soutenir des candidats. La question que je me posais, c'est en termes de construction de pouvoir. Parce que le pouvoir, il est soit construit par coopération, soit par confrontation. On a bien compris que le niveau que pouvait... Enfin, à quel niveau la coopération entre les syndicats et les partis de gauche, en tout cas les partis qui proposent de faire advenir le monde que vous appelez de vos voeux, à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à discuter programmatique, ça ressemble au NFP quand jamais il y a l'union. C'est quoi la brique confrontation? Comment est-ce que vous les poussez à faire... Alors moi je suis une grande unioniste, donc je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde ici, mais à faire l'union, en tout cas notamment le NFP, qui nous a permis d'arriver
en tout cas plutôt proche du pouvoir. Est-ce qu'il y a cet enjeu pour vous dans ce rapport de pouvoir, de confrontation des partis politiques? Ça se manifeste comment ? Évidemment que les partis politiques, on les interpelle sur nos propositions, nos projets, nos enjeux. Et donc, par exemple, sur le NFP, il y a eu une mise sous pression populaire pour l'Union, à laquelle la CGT a contribué. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est du rapport de force, ça se construit. Après, c'est aussi important de dire et de respecter que nous avons des rôles différents, et donc c'est aussi à eux de définir leur stratégie et à nous les nôtres. Donc moi, je respecte aussi ça. Et je souhaite qu'ils le respectent eux aussi. Donc, chacun aussi ses responsabilités. Elles sont différentes. Nos responsabilités ne sont pas de même nature. Et donc, ce n'est pas à nous de leur dire et d'être en permanence les juges des partis. Par contre, nous, notre force, c'est de porter la voix des travailleurs et des travailleuses et de dire aux partis quelles sont les attentes du monde du travail pour que les partis répondent aux exigences sociales. Parce qu'on ne lutte pas contre l'extrême droite par un simple discours sociétal. Pourquoi est-ce que Kamala Harris a perdu face à Donald Trump ? Parce qu'elle n'a rien dit aux ouvriers et aux ouvrières, elle n'a pas parlé de l'industrie, elle n'a porté aucune proposition pour le monde du travail. Et à cause de Gaza aussi. Comment ? Et à cause de Gaza aussi. Tout à fait. Et parce qu'elle ne s'est pas démarquée de la politique de son prédécesseur à Gaza. Et voilà. Mais dans tous les États ouvriers blancs, notamment, enfin moi j'y ai passé 8 mois récemment, Kentucky, Virginie occidentale, etc. C'est exactement ça le problème, c'est qu'il n'y avait aucune proposition sur c'est quoi pourquoi est-ce qu'on doit avoir 2 emplois, voire 3 emplois pour survivre. Bon, eux, et de l'autre côté, aux États-Unis, les syndicats américains s'interrogent aussi sur leur responsabilité à eux. Comment ça se fait qu'ils aient des syndiqués qui aient voté pour Trump avec des propositions racistes ? Donc bien nous, sûr. Sur nos responsabilités à nous, on a la responsabilité de toujours lier les questions sociales avec les questions sociétales. De faire, par exemple, du racisme un combat dans l'entreprise. Et donc, on a monté une campagne intersyndicale contre le racisme et l'antisémitisme. On a tenu à mettre les deux ensemble parce que pour nous, les deux doivent toujours aller ensemble. Comment avec une petite nuance, si vous permettez, sur la question aux États-Unis, il y a les grandes centrales, notamment la AFL-CIO, qui s'est positionnée contre Trump, mais il y a quand même des grosses corporations syndicales qui se sont positionnées pour Trump. Ah bah les Teamsters notamment. Voilà. Donc en fait, c'est aussi il y a aussi c'est à double tranchant. C'est à double tranchant et le monde syndical, y compris aux États-Unis, est loin d'être homogène. On voit bien que lorsqu'il s'agit de défendre des intérêts particuliers, je pense que notamment les routiers avaient très très bien défendu auprès de Trump d'obtenir un certain nombre de gages. Ils s'y sont engagés sans avoir forcément la vision démocratique et un peu plus au-delà de leur propre corporation. Dernière question, quelles sont les prochaines étapes de cette lutte commune entre la CGT et la CFDT contre l'extrême droite? Élection municipale ce week-end, premier tour, deuxième tour dans 15 jours, puis quoi? Vous allez faire des actions, vous allez faire des communications, dites-nous un peu. En fait, on a un travail permanent ensemble sur les questions d'extrême droite, de formation de nos militants et militantes, de travail à l'échelle internationale. On en a très peu parlé, mais la question internationale, elle est très importante pour combattre l'extrême droite. Et la particularité des organisations syndicales, c'est que nous sommes organisés à l'échelle internationale, ce qui n'est pas vraiment le cas des partis politiques. Et donc, nous avons des collaborations avec les autres organisations syndicales dans le monde, celles qui, malheureusement, ont l'extrême droite au pouvoir pour leur porter solidarité et puis tirer enseignement de leur lutte. Par exemple, je suis invitée en juin, juste après le congrès de la CGT, à aller au congrès de la AFL-CIO à Minneapolis, donc le syndicat américain. J'espère réussir à avoir un visa pour pouvoir y aller. C'est très important pour pouvoir... Vous n'êtes pas sûr ? Même, c'est pas sûr que tu rentres. Je suis très inquiète. Ça va être... Mais c'est hallucinant, en fait, de se poser cette question-là. Il y a 6 mois, on ne la serait jamais posée. Pour nous, c'est très important, cette question de la solidarité internationale, pour apporter toute la solidarité à nos camarades et pour justement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'extrême droite, c'est la guerre quand même. Là, on en a la preuve. Il n'y a jamais eu autant de conflits guerriers que depuis 1945 et le point commun de la majorité des conflits guerriers, c'est qu'ils sont le fait de Trump, Poutine et Netanyahou, qui sont tous les trois d'extrême droite. Cette internationale d'extrême droite qui vise à remplacer le droit international par la loi du plus fort ou plutôt la loi du plus riche. Donc, s'il y avait besoin d'un argument pour se convaincre du danger de l'extrême droite, maintenant, malheureusement, c'est très simple. L'extrême droite, c'est la guerre. Marie-Lise Léon.
Un mot Même pour question. conclure. Non, Même un mot punition. pour conclure. Où est-ce qu'on peut vous retrouver et comment est-ce qu'on peut vous rejoindre aussi d'une manière Comment ou on d'une peut autre nous rejoindre? C'est cfdt.fr, adhésion en ligne, c'est extrêmement facile, franchement. Ça marche pareil sur Non, CGT.fr, après la je suppose. poursuite des actions, je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'on est sur un sujet qui nécessite un peu de temps aussi et de besoin de convaincre. Et c'est pour ça que nous, on multiplie les guides, les excellents guides CFDT journalistes notamment, que je pointe ici. Les collègues de la Fédération de l'enseignement privé fait aussi tout un travail pour pouvoir sensibiliser les enseignants, notamment dans le rapport avec les parents qui peuvent aussi vouloir influer sur l'école. Et donc l'idée, c'est avoir les mains dans le cambouis et d'organiser au maximum de débats en proximité et de se dire, il faut en parler, deux, il faut réussir à convaincre. Dernier mot, Sophie Binet. Non, mais se syndiquer, c'est vraiment hyper important pour lutter contre l'extrême droite, parce que se syndiquer, c'est la solidarité. Et c'est comme ça que concrètement, on fait reculer l'extrême droite. Donc s'il y a une chose à retenir ce soir, syndiquez-vous et rendez-vous dans nos organisations. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a le choix. Voilà. Dans les organisations. Et je tiens à dire que c'est très simple. Moi, je me suis syndiquée pour la première fois il y a quelques mois. Franchement, je viens pas d'une famille de syndiqués. C'était un peu bizarre pour moi de le faire. C'est hyper facile. C'est 1% de son salaire. Enfin, je veux dire, c'est vraiment accessible. Ok. Et c'est pas bizarre. Non, mais je le dis parce que je pense que pour les jeunes, c'est très étrange comme acte. Beaucoup de gens, surtout quand t'as pas la culture syndicale. Ouais, exactement. Mais c'est super, c'est l'émancipation en fait de se syndiquer, parce qu'on accède à plein d'informations, plein de compréhensions. On peut relever la tête face à son patron et s'unir avec ses collègues. C'est l'essentiel. Merci beaucoup Sophie Binet et Marie-Lise Léon d'être venues sur le plateau de Backseat. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse quitter le plateau. Et on va conclure cette émission rapidement. C'était une émission marathon. On a fait 4 heures d'émission quand même. Hein. C'est pas mal. Enfin, j'ai fait 4 heures d'émission. Tu as fait 4 heures d'émission. J'ai fait 4 heures d'émission. Non, super intéressant. Entretien exclusif donc avec les deux leaders des deux grandes centrales syndicales françaises. C'est pas rien. Unis, c'est pas un petit symbole contre l'extrême droite. Bon, ça vous a plu? Quelqu'un dit dans le chat... les leaders de la CFDT et de la CGT qui rient ensemble, mon Dieu, mon cœur de gauchiste est plein. Et c'est comme ça que je me sens. Voilà. Je l'ai vu. Mathieu, ça t'a plu? Très intéressant. Et je trouve qu'elles articulent assez bien la façon dont le syndicalisme peut se renouveler et a des défis immenses. Et c'est vrai que c'est important de se syndiquer, c'est mon cas. On n'a pas pu aborder absolument tout ce qu'on avait prévu d'aborder, parce qu'il y a aussi la question de l'entrisme de l'extrême droite dans les syndicats, parce que ça pose des problèmes en Allemagne, par exemple, chez nos amis allemands, le syndicalisme agricole aussi en France. Donc, bref, il y avait plein d'autres sujets qu'on aurait pu aborder, mais on s'est concentré sur l'essentiel. Ça va, Safia? Moi, ça va très bien. Je trouve que l'émission a été riche et c'est une bonne chose, tant sur le plan national que sur le plan international. Là, on parle de la lutte contre l'extrême droite. En tout cas, ce que je trouve intéressant et ce que je souhaite pour nos autres émissions, c'est de toujours mettre le débat stratégique et de comment faire et de comment relever la tête au centre. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Écoute, on va continuer. Merci, Safia. On était super contents de bosser ensemble avec Mediapart. Vous retrouvez cette émission donc sur le site de Mediapart. Abonnez-vous à Mediapart, abonnez-vous à Backseat, abonnez-vous à Mediapart et Backseat. Et aux médias indépendants, c'est très important. Aux médias indépendants en général. Soutenez vos médias indépendants. Merci les copains d'avoir regardé cette émission. Merci à celles et ceux qui l'ont fabriquée. C'est la fin de cette émission Backseat. Salut à toutes et à tous. Bye bye. Bonne soirée.